Bonjour à tous. Bonjour. Okay. Bonjour à tous. Alors, écoutez, ravie d'être ce matin en votre compagnie pour parler réorganisation. On les a baptisées banales en apparence, complexes et risquées dans les faits, parce qu'on a estimé qu'elles étaient devenues très banales, mais qu'il y avait encore matière à dire beaucoup de choses à propos de ces réorganisations. Donc, vous avez 3 personnes qui ont œuvré pour rédiger ce document et construire ce webinaire. Moi-même, je suis Clémentine Darmon, je suis consultante en organisation et RH chez Technologia, avec une vingtaine d'années d'expérience dans ce domaine-là. Éric Bertin. Bonjour. Oui, 20 ans d'intervention sur des aspects organisationnels, sociaux et économiques. Et nous avons Françoise Maréchal-Violent, qui ne peut pas être là ce matin, qui est avocate au sein de Technologia, présidente de Technologia Juris, mais qui nous a aidé à construire le contenu. Voilà, donc pour commencer, puisqu'on parle réorganisation, on vous propose d'abord un petit sondage sur on vous propose un petit sondage sur avez-vous déjà vécu une réorganisation pendant votre carrière et comment qualifiez-vous cette expérience sur votre vie professionnelle? Vous avez 1 minute pour répondre, ça va nous donner un petit élément pour démarrer l'échange avec vous sur ce sujet. Normalement, nous allons voir apparaître les résultats du sondage, j'imagine. Là. Hop, donc on va fermer les votes. D'accord, donc là on peut afficher. Oui, manifestement, beaucoup de réorganisations vécues avec énormément, une unanimité des perturbations, manifestement. Donc on voit bien, c'est pas mal comme sondage, on est content. Ça corrobore ce qu'on va vous dire pendant tout le webinaire, c'est-à-dire que voilà, on s'est demandé si on mettait une période de rétroactivité, mais en fait on vous a demandé pendant toute votre carrière, mais tout le monde en a vécu, tout le monde a fait cette expérience-là, et ça a beaucoup d'impact sur la vie professionnelle des gens, des salariés et des professionnels en général. Donc on va entrer dans le vif du sujet. Voilà. Alors en termes de sommaire. Il faudrait juste que j'arrive à me débarrasser de ce qui me cache l'écran. Donc, en termes de sommaire, déjà, on va vous proposer de définir la notion. On va reparler un peu de cette notion de banalisation. On va revenir sur l'amont de la réorganisation, l'événement déclencheur de la réorganisation, c'est la stratégie d'entreprise. On va passer un peu de temps sur cette notion. On va revoir les réorganisations à travers les âges, à travers les époques, puisqu'il y a des modes. On va regarder à qui elle s'adresse. On va ensuite entrer plus dans le concret, c'est-à-dire comment repérer une réorganisation qui se profile et comment étudier son impact sur l'activité. Enfin, on va regarder les réorganisations ratées, parce qu'il faut bien le dire, il y en a, et comment les mettre sous contrôle, reprendre la main et reprendre la main sur son destin finalement, et ne pas subir les réorganisations, c'est l'essentiel de notre propos. Donc, sur la question de la réorganisation, pour l'étymologie, on s'est dit au départ, mais qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, on dit, c'est pas grand-chose, c'est une retouche. Bon, l'étymologie, ça vient de la notion du grec organon, c'est disposer de manière à rendre apte à la vie. Donc, on est bien dans l'idée de se faire un monde pour y vivre. En matière managériale, pour être plus prosaïque, la définition, c'est un ensemble de responsabilités, pouvoirs et relations entre les personnes. Donc, on revient sur ça. Quand on dit organisation, on pense souvent on va changer l'organigramme. Pas que. On peut avoir des évolutions sur les responsabilités. Ça va amener sur, par exemple, les fiches emploi, les fiches métiers, les fiches de poste. Ça va amener sur les pouvoirs. Là-dedans, on va avoir le référentiel des structures, l'organigramme, effectivement, les délégations, autorisations, combien j'ai le droit de dépenser, quels documents j'ai le droit de signer, et les relations entre les personnes, c'est-à-dire les flux, les processus de travail. Donc, il y a l'organigramme, c'est la photo statique, mais il y a aussi tous les flux.
Donc, on peut très bien avoir fait évoluer les processus de travail sans toucher l'organigramme, et c'est quand même une évolution de l'organisation, et c'est quand même à prendre en compte. Voilà. Donc, ne pas s'arrêter à la simple idée qu'on va toucher l'organigramme, c'est une notion protéiforme. Alors, c'est devenu banal. Alors, on le disait en intro, et votre sondage le montre bien. Nous, on fait des expertises, c'est notre métier, donc on fait beaucoup de terrain d'enquête auprès des salariés, et on a des verbatims comme ça change tous les 3 ans, des organisations qu'on a déjà vécues dans un sens et dans l'autre. Mon métier, c'est la réorganisation quand les gens travaillent dans les fonctions support. Et souvent, effectivement, les directions nous disent c'est juste une retouche, c'est pas grand-chose. Voilà. Donc, il y a une banalisation. Voire même le fameux, ça ne change rien. Ça ne change rien. Voilà, ça on l'entend souvent. Voilà, ça mérite d'être creusé. Alors, on va entrer dans un sujet fondamental qui est que la réorganisation n'est que la mise en œuvre d'une stratégie. Voilà. Donc, la stratégie d'entreprise, d'abord, il faut bien la comprendre, bien la décrypter pour comprendre l'organisation. Et à l'inverse, l'organisation permet de décrypter la stratégie. Si on n'a pas tellement d'éléments sur les notions de stratégie, à travers la réorganisation, on peut remonter sur l'amont de la stratégie. Ça permet de l'éclairer. Alors, la stratégie d'entreprise, elle est plus ou moins touffue, échafaudée. Évidemment, quand on est dans une grande structure, on va avoir une direction de la stratégie, mais sinon, s'il n'y a pas de direction de la stratégie, il y a des gens qui s'en occupent. Et puis, si c'est une petite structure, ce sera le dirigeant qui fait ça lui-même. Et il va regarder effectivement tous les aspects de clients, de concurrence, les fournisseurs, les parties prenantes, les technologies, la réglementation. Et tout ça entre dans la notion de stratégie d'entreprise. Alors, Eric, le financier, je te laisse la main sur les notions financières, mais voilà. Parce que, évidemment, sur ces 30 dernières années, on est sur des mouvements assez significatifs en termes d'évolution autour de financiarisation de l'économie, la mondialisation et la digitalisation. Alors, pourquoi ces 3 mots un peu valises, mais objectivement réalistes? C'est qu'aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, au regard de ses interactions avec différentes parties prenantes, on est avec une recherche d'accélération à la fois de la profitabilité et de la rentabilité, de proposer aux investisseurs un retour sur investissement le plus rapide et le plus lucratif possible. Pour ce faire, on a eu le développement de la mondialisation, avec les enjeux sur la concurrence, notamment sur le coût du travail. Et puis, en cheville ouvrière et non négligeable et surtout non finalisée à ce jour, le développement de l'IT au sens large et de la digitalisation au sens plus restreint, qui a contribué à favoriser la circulation d'informations, le déport de tâches vers les systèmes d'information et une offre de services a priori, j'insiste sur le a priori, plus personnalisé pour les utilisateurs, sachant que c'est les utilisateurs qui finalement réalisent une partie des tâches. Pour ce faire, on a, et c'est un peu l'objet du graphique, on a une accélération assez sensible des opérations de fusion-acquisition sur ces dernières années, avec des cessions, des opérations d'intégration et puis de cessions à venir, ce qui induit un certain nombre de réorganisations assez rapides. Et de fait, dans ces opérations-là, des arbitrages sur l'organisation des nouveaux groupes, les effets de mutualisation et de suppression de postes. Un point spécifique sur les montages financiers sur ces dernières années, c'est le fameux LBO. Alors, je ne rentre pas dans la technique pure. L'idée du LBO est que comme je réalise une acquisition sur de la dette, je vais avoir un modèle d'organisation contraint par les échéances de cette dette et de fait avoir un modèle d'organisation qui m'oblige à dégager un flux financier pour faire face à cette dette. Donc de fait, je pilote moins par le développement de mon activité que par mes obligations d'échéance de dette. Et ça induit des réorganisations très sensibles avec un objectif d'optimisation et de réduction des coûts très marqué pour les entreprises. Alors,
Justement, ces réorganisations, elles sont, moi je dis souvent, c'est un peu de l'orthodontie, c'est-à-dire on veut remettre les dents dans le bon sens et il faut qu'elles soient alignées et avec la même forme que ce vers quoi la stratégie dirige l'entreprise. Donc on peut avoir des choses qui ont vocation à se mettre en conformité légale. Voilà, il y a des obligations, il y a des choses qui s'imposent aux dirigeants et qui ne sont pas des éléments sur lesquels le dirigeant peut avoir des marges de manœuvre. Confère spécifiquement les obligations européennes sur les aspects de concentration et de monopole. Voilà, donc là, c'est une obligation légale, il faut se mettre en conformité. Vous avez après les grandes thématiques, c'est développer le chiffre d'affaires, développer les parts de marché. Donc là-dedans, on va trouver toutes sortes d'éléments qui ont vocation à ouvrir un nouveau marché, ce qui va nécessiter de réallouer les portefeuilles commerciaux, revoir le processus de travail des commerciaux. Vous avez pas mal de réorganisations qui ont vocation à réduire les coûts. Donc là, on va trouver des refontes de la chaîne logistique, la supply chain. On va trouver à nouveau des refontes de maillage de territoire d'un réseau de distribution. On va trouver des fusions d'équipes support, la mise en place de la polyvalence, des fusions de métiers, la suppression de doublons. Voilà. Donc ça, ce sont plutôt des choses qu'on peut tamponner comme ayant vocation à réduire les coûts. Et d'ailleurs, il y a une sémantique pratiquée autour des réorganisations très, très nettement avec ce que vient de dire Clémentine. C'est le fameux argument de la sauvegarde de la compétitivité. C'est l'argument massu qui explique qu'on doit réorganiser pour sauvegarder la compétitivité. Vous avez un autre élément sémantique qui revient régulièrement, notamment sur les développements d'activités, c'est le fameux time to market, c'est la nécessité d'avoir une organisation la plus efficace pour être en phase avec son marché, pour adresser son marché. Il faut se méfier un peu des fois de ces éléments purement sémantiques et d'essayer de décrypter ce qu'il y a un peu derrière. On va trouver aussi des thématiques comme, je vais en reparler après dans les modes, mais l'orientation client. Donc, on va trouver des choses comme avoir une vision client de bout en bout, mettre le client au centre de l'organisation customer-centric. Voilà, tout ça, ça déclenche plein de réorganisations. Il y a des tendances, il y a des modes. On va revenir un petit peu sur ces époques. Alors, il y a aussi des réorganisations dont on ne peut pas franchement dire c'est pour développer le chiffre d'affaires ou c'est pour réduire les coûts. Il y a des choses qui ont vocation à faire évoluer globalement la gouvernance de l'entreprise, c'est-à-dire à déplacer les niveaux de pouvoir. Ça peut être soit décentraliser, donner le pouvoir aux entités de terrain, ou bien recentraliser. Et on va le voir, il y a des mouvements de balancier. Des fois on centralise, des fois on décentralise. Il y a toujours une bonne raison de le faire, il y a toujours une alimentation. Et ça va complètement changer les équilibres de pouvoir dans l'organisation. Il y a des évolutions de structure juridique. Quand on crée une entité, on crée une filiale et on décide d'y transférer des personnels, c'est parce qu'on a refondu l'urbanisme juridique de l'entreprise. Des fois, on déploie des technologies. Il y a eu toutes les vagues de déploiement des logiciels de gestion intégrée, les fameux ERP. Et puis, il y a aussi des questions de transfert des processus de travail hors de l'entreprise. Donc, on peut citer là-dedans le fait de déporter les process de travail vers le consommateur. C'est le fameux travail du consommateur, très bien décrit dans un livre qu'on vous recommande à la fin du webinaire de Marianne Dujarier, qui est une sociologue française, sur comment je fais travailler mon consommateur. Ça fait entièrement repenser les processus de travail de l'entreprise. C'est clairement le gros levier de la digitalisation pour les ménages et les consommateurs. C'est l'idée de pouvoir avoir certains services à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu, à n'importe quelle heure. La réalité, c'est que c'est le consommateur qui réalise la tâche qui était précédemment réalisée en interne dans l'entreprise. Alors, sur cette histoire d'externalisation, on y reviendra, mais il faut bien voir, c'est l'argument qui est souvent employé justement, c'est recentrage sur le cœur de métier. Donc ça a été la grande terminologie des années 90. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on était en train d'externaliser. Donc, toute la question, c'est de dire qu'est-ce que je sors de l'entreprise, mais du coup, quelle est la raison sociale de l'entreprise ? Qu'est-ce que je sors ? Qu'est-ce qui est cœur ? Donc, qu'est-ce qui est la vraie raison sociale ? Par exemple, dans les années 2010, on a entendu des grandes entreprises industrielles dire « je fais plus d'usine, je suis l'entreprise sans usine, je suis fabless ». Ça pouvait interpeller, parce qu'on se dit c'est quand même une entreprise dont le code NAF est industriel, et pourtant, ils disent « je ne fais pas de production ». Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Quel est le vrai cœur de métier ? Le concept de cœur de métier n'est pas du tout évident à cerner, il n'est pas trivial et il peut changer. C'est-à-dire qu'il faut bien étudier qu'est-ce qui est, à une date T, le vrai cœur de métier de l'entreprise. Si ça se trouve, c'est les brevets et les marques.
Et c'est pas les forces de vente, et c'est pas les usines. Donc, il faut comprendre c'est quoi le vrai cœur de métier. C'est typiquement Renault qui est devenu un créateur d'automobiles et non plus un constructeur d'automobiles. Et d'ailleurs, ça se répercute dans la marque, dans le branding. Donc, c'est pas anodin du tout. Et il est toujours utile d'aller se pencher sur les marques. Elles sont tout à fait signifiantes. Alors, ensuite, on voulait vous parler, on va justement entrer dans ces concepts de mode. On les a déjà un petit peu évoqués au passage. Il y a des époques et on va trouver des modes organisationnels qui se succèdent. Ou alors, c'est des technologies ou c'est des accidents économiques mondiaux qui déclenchent des réglementations ou l'émergence de technologies ou des concepts qui émanent d'auteurs. C'est un peu tout ça, c'est un peu un cocktail et ça va déclencher des réorganisations en cascade. Alors évidemment, souvent, les dirigeants, ils veulent être dans le coup, ils veulent faire comme le voisin, et ils veulent surtout pas louper le coche. J'oublie pas l'effet moutonnier. Il y a un effet moutonnier, tout à fait. Le premier qui lance l'opération, en général, il est assez suivi. Et à chaque fois, d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est qu'on nous explique que nous, c'est pas pareil. Mais tout à fait. Très souvent, c'est la même idée. Tout à fait. Et en général, ce qu'on peut dire, c'est qu'on observe plutôt que l'industrie a toujours été pionnière et les services ont suivi. Voilà. Donc, on va trouver, et ça, on va vous l'expliquer, on va trouver des thématiques qui émergent dans l'industrie dans les années 70 et qu'on trouve encore en version de déploiement dans les années 2020. Ce qui peut paraître fou, c'est-à-dire que ça met 30, 40 ans à se déployer de secteur d'activité en secteur d'activité. Donc, voilà, une planche un peu chargée, mais je vais essayer de faire vite. Pour vous illustrer tout ça, vous avez à travers les âges des modes organisationnels, on peut qualifier ça de mode. La première ligne, c'est tout ce qui va être la thématique du système de production, comment je produis, parce qu'une entreprise, finalement, c'est vendre, produire. Et réconcilier les deux, c'est ce qu'on appelle le SNOP, Sales and Operation, réconcilier les ventes et la production. Donc, première ligne, c'est je produis. Là, on va voir, dans les années 30, je vous fais pas le cours sur le taylorisme, le fordisme, les années 70, Toyota, le fameux Toyota Production System, qui a pour avatar le Lean Management dans les années 80, qui a pour avatar la méthode agile dans les années 2000. Ce sont des avatars, c'est toujours la même pensée toyotiste. Et puis après, des gens comme Michelin qui vont dire on va faire les unités autonomes de production dans les années 2010 et qui disent on va revenir un peu sur le Lean Management parce qu'on était allé trop loin. On avait eu des effets de bord. Donc voilà, ça va, ça vient, on centralise avec le bureau des méthodes taylorien, on décentralise avec le Lean, on va un peu trop loin dans le Lean, on revient en arrière à nouveau avec les unités autonomes de production et ça fluctue. Sur le bras client, même combat. Il y a, quand on vous parle de vision client, bout en bout, orientation client, c'est un concept qui date de 54. Peter Drucker, grand gourou du management devant l'éternel, écrit ça en 54. C'est très, très, très vieux. Et l'émergence des concepts d'études de marché, le bureau des méthodes des vendeurs avec la pensée marketing, c'est des notions qui émergent dès les années 30. On trouve des traces de toutes ces pensées-là, les panels, les statistiques, l'étude de marché. Et ça émerge fortement, ces fonctions-là, dans les années 70. Et après, on va avoir toutes sortes de canaux s'ouvrir pour parler aux clients, les centres d'appel, quand la téléphonie le permet, les ventes par Internet, quand Internet émerge. Aujourd'hui, donc on parle multicanal, omnicanal. Maintenant, on nous parle des réseaux sociaux, on nous parle des chatbots. On ouvre des canaux et on exploite la donnée client. Et il y a toujours plus de données exploitées, donc il faut mettre sur le coup l'intelligence artificielle puisqu'on a capté toutes sortes de données. Mais finalement, vous voyez, le concept, il date de 54. Et il est toujours en raffinement, enfin, c'est-à-dire qu'on met des technologies toujours plus poussées au service d'un concept qui date de 54. Donc, quand vous voyez passer une réorg dans votre entreprise où on vous dit orientation client, vous pouvez répondre Peter Drucker 54 et dire que c'est pas tout neuf. Les enjeux aujourd'hui très récents des GAFA, c'est la captation de la donnée, le traitement de la donnée, c'est aller encore plus loin sur le décryptage du profil client pour adapter au maximum l'offre. Enfin, bon. Mais c'est un raffinement d'une pensée qui date des années 50 où on faisait les premiers panels américains, les premières stats américaines, les panels statistiques type Nielsen, Ipsos, etc. En termes de gouvernance, on l'a évoqué, ça fluctue aussi. Il y a des périodes où on est plutôt dans la centralisation. Donc, Taylor, c'est typiquement le bureau des méthodes, je centralise. Le Lean,
Toyota décentralise un peu. Il y a des accidents internationaux, comme par exemple Enron en 2001, la catastrophe avec cette immense entreprise américaine qui s'effondre. Donc là, serrage de boulon, tout le monde resserre la bride et recentralise un petit peu. Dans les années 2010, on va voir arriver des thématiques comme l'entreprise libérée, les organisations apprenantes, qui est un concept amené par la communauté européenne. Et voilà, on cherche à chaque fois le bon équilibre central-local, et puis ça fluctue en fonction des besoins stratégiques. Et pareil, les périmètres de l'entreprise qu'on évoquait avec l'interne-externe, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors, le périmètre, il fluctue. Des fois, on externalise. Les années 90, c'est le grand verbatim, recentrage sur le cœur du métier, ça voulait dire externaliser. Après, on a externalisé, y compris des processus métiers comme la vente, comme les usines, on en a parlé. Et puis, après, on va arriver le travail du consommateur. Donc, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui est dehors? Ça dépend des moments, en fait. Avec un effet cumulatif qui est les arbitrages coûts, donc des processus d'externalisation visant une réduction du coût et plus spécifiquement du coût du travail. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger dans les centres de services, dans l'offshoreisation, c'est aussi la recherche de compétences. C'est-à-dire que les pays émergents ont très nettement monté en compétences. Donc, il y a une autre évolution qui va être un arbitrage coût et un arbitrage compétences. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail sur les histoires de centres de pouvoir, mais c'est important quand même dans les réorganisations de bien toper les mots qu'on vous emploie sur ces notions de où est la gouvernance. Vous allez trouver des mots comme subsidiarité, délégation, responsabilisation, autonomie. On voit aussi passer pouvoir d'agir et empowerment. Quand on commence à vous parler de ça, ça veut dire qu'on est en train de vous parler de l'endroit où les centres de pouvoir se situent, de qui a du pouvoir et du coup, à qui on donne des autorisations d'engagement. Ça se répercute très concrètement. Qui a le droit de signer quel engagement, pour quel montant? Et dans les processus automatisés, dans un workflow achat, par exemple, qui a le droit de dépenser quoi et qui est signataire et responsable de ce processus. Donc, c'est pas anodin. Ça, c'est des grands mots qu'on emploie, mais qu'il va falloir retracer et retrouver dans l'organisation. Ça a été tout le débat autour de Kerviel et de sa capacité à sortir de ses droits d'engagement avec l'affaire que tout le monde a connue. Une organisation, c'est à la fois un objectif très opérationnel, mais c'est aussi une communication auprès de différents acteurs. Alors évidemment, je réorganise parce que je veux servir à mon actionnaire un pouvoir d'agir, une volonté d'améliorer les équilibres économiques de l'entreprise et de lui garantir une amélioration du revenu de son investissement. C'est à peu près le même discours vis-à-vis des investisseurs. Alors eux, il faut essayer de les charmer pour dire venez investir dans mon entreprise, vous allez voir, je suis capable de développer un certain nombre de produits, je suis capable d'être ultra performant, avec un élément très important, plus spécifiquement pour les sociétés cotées, c'est l'annonce auto-engageante. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'investisseur, il y a la capacité à faire, puis il y a la capacité à communiquer sur ce qu'on va faire. Il est clair qu'aujourd'hui, on arrive des fois à avoir des situations où on pilote pour les objectifs parce qu'on a annoncé, on a pris des engagements lors de fameux roadshows de présentation d'investisseurs. Évidemment, vis-à-vis des clients, la capacité d'innover, la capacité de proposer des nouvelles choses, et puis faire face aux accidents. Tout le monde se souvient au début des années 2000 de l'accident industriel Perrier qui avait retiré toutes ses bouteilles suite à un problème d'empoisonnement de l'eau. Il a fallu totalement reconstruire l'image de la marque. Et enfin, et évidemment, comment parler aux salariés. Alors, certes, les représentants du personnel sont associés, mais sont toujours associés très tardivement sur ces évolutions. Et il faut donner de la visibilité, on va y revenir, afin d'éviter les niveaux d'incertitude, voire le désengagement des salariés. Alors, on a vu qu'il y en avait beaucoup des réorganisations, vous en avez tous vécu. Du coup, effectivement, plus il y en a, plus ça devient un métier. Donc, ça devient un métier à l'intérieur de l'entreprise,
déjà, il y a les nouveaux managers, il y a toujours ce tropisme et cette tendance à dire j'arrive, je veux imprimer ma marque sur l'organisation du travail, je vais changer. Pas forcément nécessaire de démarrer comme ça. Pour autant, c'est ce qu'on observe. Et puis, il y a des métiers dédiés à l'organisation du travail. On va voir émerger des directions de l'organisation qui se focalisent sur ces thématiques-là. On a des équipes internes qui auparavant étaient des équipes de conseil, mais qui se gréent en interne avec ce qu'on appelle des équipes de conduite du changement. Donc, c'est des gens qui sont en charge d'accompagner les réorganisations. Donc, c'est voilà, toutes sortes de métiers qui émergent. Et aujourd'hui, vous allez voir arriver ce qu'on appelle les directions de la transformation. C'est une nouvelle terminologie qui est focalisée sur la transformation, ça peut être la transformation numérique, mais en tout cas, c'est le fait que l'entreprise soit tout le temps comme ça en mutation, en évolution. Et donc, elle se dote d'une équipe dédiée qu'on appelle la direction de la transformation. Les prestataires externes aussi sont très importants, c'est-à-dire qu'il y a tout un secteur d'activité dédié à ce business. C'est un business. Vous allez avoir des cabinets de conseil qui suggèrent des réorganisations, qui influent sur la stratégie, donc sur l'organisation, des gens qui vous aident à la mettre en œuvre, et puis toutes sortes de prestataires derrière, des éditeurs logiciels. Si vous faites des open space, ça peut aller jusqu'à des fournisseurs d'immobilier. Donc, la réorg, c'est tout un pan d'activité économique. C'est un code neuf en soi. C'est un code neuf. Ça s'exporte super bien d'ailleurs. On a des géants du conseil français qui exportent leurs prestations. Donc, la réorg est un business. Et donc, il y a plein de gens aussi qui ont intérêt à faire du chiffre, à ce que ça tourne et à ce qu'il y en ait. Donc, il faut aussi comprendre qu'il y a du chiffre d'affaires à faire derrière tout ça et des justifications d'activité. Alors, tu disais tout à l'heure qu'il fallait bien décrypter les réorgs. Ce qu'on voudrait toper avec vous, c'est la réorg, elle est déjà là avant même d'être annoncée. Tu disais, elle est souvent annoncée tard, et effectivement, on peut la repérer. C'est un peu comme une enquête de Sherlock Holmes, et on la trouve dans toutes les fonctions. On va la trouver. Je te laisserai parler finance. Finance achat, c'est ton rayon. Quand on va redécouper les tableaux de bord, les PNL, quand on va focaliser des investissements sur tel ou tel site, quand on va modifier les autorisations de dépenses, d'engagement, la révision d'un budget d'investissement, quand on va réviser la liste des fournisseurs, quand on va autoriser ou pas autoriser des créations de postes et ou des remplacements sur certains sites, quand on va modifier les équipes support ou les réallouer sur différents sites, quand on va mobiliser certaines équipes sur des projets, parce que tous les projets de réorganisation ont leur nom, là, c'est jamais je vais réorganiser, il y a toujours un nom pour essayer d'emporter l'engouement de tout le monde. Quand on voit des équipes qui sont mobilisées sur des projets, il y a quand même déjà des premiers signaux qui doivent être des signes d'alerte. Et puis, après, c'est pas forcément évident à décrypter. Là, on vous a mis quelques exemples. Il y en a dans toutes les fonctions. Il faut aller à la pêche dans toutes les fonctions. On trouve des traces. Après, ces traces, il faut les décrypter. Je prends un exemple. Est-ce que finalement votre entité va être intégrée dans l'ERP du groupe ou pas? Est-ce qu'on va vous laisser plus de latitude à choisir vos outils informatiques? De prime abord, vous pouvez vous dire génial, je vais être un peu plus libre, je vais pas être coincé dans le gros SAP du groupe, j'aurai plus d'autonomie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas? Si on vous intègre pas dans les systèmes du groupe, ça veut peut-être dire qu'on va vous vendre à terme. Donc il faut toujours prendre les choses avec circonspection dans les traces qu'on trouve et la façon dont on les analyse. Même chose sur une marque. Est-ce qu'on me met dans la marque ombrelle ou est-ce qu'on me met sur une marque spécifique? Voilà. Est-ce que je suis sur un portefeuille d'activité et puis finalement j'ai des besoins de renfort de mes commerciaux, mais c'est pas les commerciaux de mon entité qui sont dédiés pour ce portefeuille, c'est ceux de l'entreprise qui vient de me racheter. Donc là, évidemment, on va finir par m'interroger. Et suivre à la trace les budgets et les ETP, les effectifs, les créations de postes, en tout cas, ça c'est clé parce que souvent on va voir arriver les créations de postes à l'endroit où la stratégie de l'entreprise veut vous emmener. Donc typiquement, si vous voyez arriver plus de latitude pour ouvrir des postes dans la filiale que dans la maison mère, ça signifiera quelque chose. Voilà, donc on ouvre les postes et on ouvre les budgets à l'endroit où les gens veulent aller. C'est un peu comme un jeu de loi. On amène les gens petit à petit là où on veut qu'ils aillent. Suivre les postes et les budgets, en général, c'est toujours très utile.
Alors, quelque chose qui est très important, nous, notre métier, c'est l'expertise. Donc là, on voit, nous, on travaille à l'année sur ces thématiques de quel impact sur l'activité. Donc l'activité, elle est bouleversée par la réorganisation, même si c'est pas une réorganisation de très grande envergure. D'abord, elle crée un pic de charge. Les fonctions support sont toujours extrêmement mobilisées pendant une réorganisation. Ça génère un pic parce que c'est toujours les mêmes qui s'attellent à la construction de la nouvelle structure. Évidemment, je vais être obligé de restructurer un certain nombre de mes données, de me caler sur la nouvelle business unit qui dépend de tel reporting pour tel pays. Je vais être obligé d'appliquer éventuellement de nouvelles normes comptables parce que j'intègre une structure cotée internationale. Je revois toute ma politique d'achat à l'aune du groupe dans lequel je viens d'atterrir. Je revois toutes mes grilles, classification, emploi, socle social, transfert des accords ou pas, renégociation d'accords, transfert des contrats de travail, etc., etc. Préparation des informations, consultation. Évidemment, tout le pan juridique des nouvelles structures. Évidemment, toutes les migrations informatiques. On évoque ici les effets de traduction. J'ai un exemple en tête où une entreprise a été obligée d'adopter un nouveau logiciel groupe, mais qui n'était pas du tout adapté aux usages, déjà aux pratiques organisationnelles et aux processus en France, et en plus en anglais, ce qui a été relativement complexe pour un certain nombre de salariés. Alors, ce qui est important, c'est de noter, et ça on le voit nous beaucoup à travers les expertises qu'on mène, c'est que souvent on dit il y a une méconnaissance de la part de la direction sur combien d'épaules repose tout ça. Parce qu'en fait, ça repose toujours beaucoup sur les fonctions support. Et nous, ça nous arrive de croiser des gens qui nous disent ça va être extrêmement complexe, la direction n'a pas forcément conscience de la complexité de l'opération, de son niveau de risque, de la charge que ça va représenter. Et voilà, c'est peu de gens qui sont mobilisés, c'est peu de gens qui ont le savoir-faire. Et ces gens-là peuvent être effectivement en grand niveau de stress quand la réorg se profile parce qu'ils savent que ça va être à eux de tout construire finalement. À l'inverse, il y en a, donc on parlait du pic de charge pour les supports, mais ça crée aussi une phase de gel. Donc ça, c'est une phase assez stressante d'incertitude où tout le monde se dit comment je vais tirer mon épingle du jeu, comment je vais me repositionner, qui va être mon nouveau chef, avec quelle équipe, dans quelle nouvelle équipe je vais atterrir. Et ça crée de l'incertitude, ça crée un effet de veille avec des gens qui se disent il faut toujours être à l'affût, aux aguets, pour se repositionner et avoir les tuyaux, avoir les informations sur les mises en appel, quand il y a des mobilités possibles. Voilà. Et donc ça crée un espèce d'effet assez stressant de période d'incertitude, de flottement, où il n'y a plus vraiment de décisions qui sont prises. Après, quelque chose de très important, c'est les conséquences sur l'activité, la nature de l'activité. Là, on va avoir tout ce qui est, ça change la nature de mon activité, ça change le volume de mon activité et ça change aussi mes conditions de travail. Ça veut dire que la nature de l'activité, c'est très important. On évoquait par exemple une externalisation. Le fait de sous-traiter une part de l'activité peut complètement changer l'identité professionnelle de quelqu'un. Je vous donne un exemple concret que j'ai vu passer il n'y a pas très longtemps dans une expertise. Des animateurs un truc très concret, c'est des animateurs d'un village vacances où il avait été décidé d'externaliser la création des spectacles. Donc eux devenaient finalement des gens qui jouaient les spectacles et les créaient plus. Et ça heurtait leur identité professionnelle. Ils disaient, moi j'aime la création, je suis venu pour créer mes spectacles, on me retire juste ce que j'aimais. Donc parfois, vu de la direction, on se dit, on n'a pas retiré grand-chose sur la fiche de poste, mais en fait, on a retiré ce qui fait le sel de l'activité pour la personne. Oui, typiquement, enfin, moi j'ai un souvenir, on a regroupé des activités dans un nouveau groupe. Il y a eu un détourage, une partie des métiers sont partis ailleurs. Et puis là, on est en train d'expliquer qu'une autre partie des activités sera réalisée à l'offshore. Très nettement, beaucoup de salariés s'interrogent sur mais qu'est-ce qui va me rester, qu'est-ce que je vais faire, comment je dois évoluer dans la structure, avec beaucoup d'incertitudes à très court terme.
Et les conditions de travail, même chose, souvent, on sous-estime l'impact. On va en reparler dans les réorganisations à mais on sous-estime, on dit, on relocalise les résidences administratives, par exemple, d'un salarié, ça va complètement changer ses temps de trajet, est-ce qu'il arrive à attraper son train le matin ou pas, et ça peut effectivement une retenue au départ. Et c'est ça qui potentiellement aura des effets de bord. Alors, quelque chose d'important qu'on voulait qui nécessite finance. Oui, tout à fait. Qui a le budget, réalisation, suivi. Aujourd'hui, on produit de la donnée financière tous les trimestres, tous les semestres. Donc, évidemment, toute modification a une incidence forte sur la charge d'activité. Tous les enjeux, effectivement, à moyen terme, GEPP. Voilà, c'est ce qu'on appelait la GPEC. Maintenant, ça a été rebaptisé gestion des parcours professionnels, donc la GPEPP. Ça, c'est typiquement une activité de temps long, c'est-à-dire qu'on regarde l'évolution des effectifs, on regarde la déformation des compétences et des métiers sur un temps long. À partir du moment où la réorganisation intervient, ça chamboule tout. Ça chamboule toutes les questions de parcours professionnel entre filières, entre entités, et potentiellement, il faut réécrire la GPEPP, qui est un exercice tout à fait de temps long. En informatique, on n'est pas nous des informaticiens, mais l'urbanisme des systèmes est un exercice de long terme. La communication, construire une marque, c'est un exercice de long terme. Le commercial, on tisse des relations clients. Les collectifs de travail, les relations avec un manager. Ça, c'est très, très long. Tout ça, ça prend du temps. Donc, quand on chamboule le collectif de travail ou la relation, on change de manager, tous les effets de don contre don, c'est-à-dire, bon, j'ai été sympa avec toi, je t'ai laissé prendre une demi-journée pour aller chez le médecin, mais en échange, tu m'arrangeras le coup la prochaine fois s'il y a un pic de charge. Tous ces côtés un peu de troc, parce qu'on a confiance, parce qu'on est dans le temps long ensemble, il faut reconstruire, il faut tout reconstruire. Et on voit beaucoup de cas d'école où on a des gens qui disent, il n'y a plus de traces de mes entretiens annuels, ou enfin, si ils existent, ils ont bien été signés, mais le nouveau manager arrive et dit, oula, bon, je sais pas trop, c'était pas moi avant, moi j'ai une vision des choses tout à fait différente. Donc du coup, il y a une sorte de perte potentiellement d'histoire et de l'évaluation des gens aussi. Un effet de dégradation du positionnement, c'est deux équipes avec deux grilles de classification qui se retrouvent tout d'un coup dans une même entité. Évidemment, il y a des écarts. Pour un même travail, on va être sur à la fois pas le même positionnement et pas le même niveau de rémunération. Faire travailler les collectifs dans ces conditions-là, ça devient très compliqué. Alors, les collectifs hybrides, c'est quelque chose de très compliqué. Quand on a des statuts différents, des contrats de types différents, des internes et des sous-traitants, et des intérimaires, et des CDD, et des contrats aidés qui travaillent ensemble, ça a l'air séduisant, ou de l'offshore, ça a l'air séduisant, mais ça mérite de regarder un petit peu la surcharge et le stress que ça peut induire chez ceux qui doivent travailler dans ces formes d'organisation hybride. Ça nous amène au ratage qui existe, il faut bien le dire, et d'ailleurs c'est pas nous qui le disons, c'est McKinsey. Donc McKinsey qui nous dit, on a été très étonnés en trouvant ce chiffre, parce qu'on ne peut pas les soupçonner ils en produisent beaucoup, donc ils sont instigateurs de pas mal de réorganisations, et pourtant ils nous disent, il y en a 60% qui réduisent la productivité par le stress et l'anxiété qu'elles induisent. On a trouvé ça dans la Harvard Business Review en 2016. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet de bord? D'abord, celles qui n'atteignent pas leurs objectifs initiaux par un effet de pensée magique. Par exemple, je dis, je veux faire converger les offres, je vais mettre les équipes ensemble, les offres vont converger. C'est pas gagné. Ça marche pas toujours. Il suffit pas de mettre tout le monde sous le même chef pour que la convergence advienne. C'est pas miraculeux. L'effet d'annonce autoréalisant. Un des éléments, c'est empirique, mais c'est notre expérience qui l'a démontré, c'est que trop souvent, le fait d'annoncer une réorganisation, on considère qu'elle est opérationnelle. Ça ne fonctionne pas. On vient de lister tout un tas de sujets à mettre en œuvre, à coordonner, à dynamiser pour que le nouveau modèle fonctionne. Trop souvent, on considère que la simple annonce fait que ça tourne,
évidemment, on est force est de constater qu'on rencontre des choses nettement moins opérationnelles à ce niveau. Alors, atteindre ces objectifs, on va en reparler. Déjà, faudrait-il encore qu'ils aient été mesurés, en tout cas définis, quel était l'objectif de la réorganisation. Parce que si on dit qu'elle est réussie ou ratée, encore eût-il fallu définir des indicateurs de réussite, ce qui n'est pas toujours fait. On en reparlera. Mais en tout cas, mettons qu'elles aient atteint un objectif, si tant est qu'il existe, de productivité. Ce qu'on observe, nous, souvent, c'est des effets de bord, c'est-à-dire que la productivité est bien au rendez-vous. En revanche, on va dégrader d'autres indicateurs du tableau de bord général, le fameux balance scorecard. On va dégrader des indicateurs de type absentéisme, turnover, on peut faire des gens qui s'en vont. On peut dégrader les indicateurs de qualité de service pour le client. Ça se croise assez régulièrement dans les projets qu'on peut faire. On a réussi à faire traiter un volume, par exemple, d'appels dans des centres d'appels plus importants. Mais derrière, finalement, on a augmenté la productivité, mais la façon dont on s'est organisé, par exemple, avec une virtualisation des flux pour faire prendre ces appels partout en France, a induit une baisse de qualité de service, puisque les gens qui prennent les appels, effectivement, les prennent partout, mais n'y connaissent rien au dossier, ne sont pas en proximité, et donc n'apportent pas de réponse de premier niveau satisfaisante, ce qui répercute sur des réponses de deuxième niveau, et ce qui, au final, n'est pas forcément une bonne affaire en termes de satisfaction client. Ce qui peut amener à revenir sur la réorganisation, faire des retouches en disant, bon, éventuellement, on a amélioré certains indicateurs, mais si on regarde tous les items de mesure, on n'a pas obtenu les résultats qu'on attendait. Un point important aussi, c'est la gestion des connaissances. On a parlé de la gestion des connaissances dans les entretiens annuels et la pérennité, le fait de suivre l'activité des gens dans le long terme. Il y a aussi des effets de bord sur la gestion documentaire, le knowledge management. C'est-à-dire que ce qu'on va souvent trouver, c'est des phénomènes où on a changé de forme d'organisation, on a externalisé. Alors, on n'a plus la maîtrise documentaire. On a changé les collectifs de travail, du coup on n'a plus la gestion documentaire, plus personne ne sait où sont les plans, où sont les références sur les pièces de rechange. Oui, un exemple, une entreprise qui relocalise sa production dans le nord de la France, ils étaient en banlieue parisienne, une partie des effectifs suivent pas. Et ces effectifs avaient tous un petit carnet dans lequel ils notaient toutes les corrections par rapport au plan de fabrication. Dans la phase suivante. Est-ce que vous nous entendiez, j'espère, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un petit saut de... Ok. Alors, oui, et toujours sur ces histoires il y a des notions de coûts cachés qu'il faut bien prendre en compte. On évoquait l'externalisation, on évoquait le fait de travailler avec l'offshore. Il y a des coûts cachés à tout cela. Et souvent, sur un travail de direction de la stratégie, on a l'impression, quelque part en plan, vu de loin du bureau du directeur de la stratégie, on va y gagner. Et en réalité, c'est justement en descendant plus finement dans l'activité qu'on s'aperçoit qu'il y a des coûts cachés. Typiquement, je vais travailler avec un centre de services partagés
a été une des grandes modes, on l'a évoqué, une des grandes modes des années, je dirais 2000-2010, de créer ces grosses usines tertiaires où on va traiter toute la compta, toutes les fonctions support, notamment financières, hein, beaucoup. Souvent, ces gros centres tertiaires ont été localisés dans des pays à bas salaire, enfin à plus faible salaire que les salaires occidentaux. Et du coup, enfin, ça, on le croit souvent dans les expertises, c'est le fait de travailler avec ce genre de structure crée beaucoup de complexité, c'est-à-dire qu'il va falloir échanger avec des entités assez impersonnelles finalement, où quand on est dans le 80-20 et tout roule bien, c'est assez efficace et ça produit comme une usine tertiaire finalement. En revanche, dès qu'on tombe dans les 20% de cas atypiques qui nécessitent justement d'avoir un interlocuteur qui suit un peu le dossier, qui peut nous aider à retrouver et à détricoter le dossier, c'est beaucoup plus délicat, effectivement, de s'en sortir. Et nous, on le voit dans nos travaux en santé au travail, hein, dans nos expertises, on voit des gens qui sont souvent, pour qui c'est une forte cause de stress. C'est-à-dire que l'interaction avec ces entités, dans le cas atypique, les 20% où ça ne s'est pas forcément très bien passé, leur génère un gros stress parce que finalement, il n'y a plus d'interlocuteurs dédiés en proximité et c'est plus compliqué d'interagir avec eux, surtout quand ils ne parlent pas nécessairement la langue locale. Oui. Alors, on va effectivement possiblement mesurer le gain de chiffre d'affaires, l'amélioration de certains résultats. On va peut-être sous-estimer l'impact sur l'absentéisme, les effets de rotation des effectifs, enfin, toute une série de coûts induits qui sont mis de côté, sur lesquels, du coup, on n'a pas de vision nette de l'efficacité ou pas de l'évolution de l'organisation. Alors, puisqu'on parle raté, maintenant on va arriver à notre conclusion avec quelques préconisations qu'on peut vous faire pour éviter tout ça, dans la mesure du possible. Donc, comment mettre tout ça sous contrôle? C'est pas évident, hein, c'est pas évident, mais il y a un certain nombre d'éléments qu'on peut évoquer avec vous sur comment mettre les réorganisations sous contrôle. D'abord, il y a des éléments de visibilité, c'est-à-dire que il faut absolument que la direction joue le jeu en matière de visibilité vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des élus, ça c'est les informations consultations, de donner à voir l'intention qui est derrière la réorganisation. Pourquoi on fait ça? Comment c'est maillé avec la stratégie? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Parce que vous avez vu, et vous l'avez dit dans le quiz, ça déstabilise le quotidien. On n'est pas du tout en train de dire qu'il faut rester comme dans les années 10 et jamais rien bouger. C'est pas ce qu'on dit. On dit point trop n'en faut. Grosso modo, hein, c'est la conclusion. Point trop n'en faut. Donc, ça déstabilise beaucoup de choses dans le fonctionnement du travail. Hein. Donc, il faut effectivement que quand la direction se lance là-dedans, ça soit pertinent, justifié et qu'on dise clairement pourquoi c'est fait. On s'encastre, comme les réorganisations s'encastraient dans l'histoire économique, on s'encastre dans un plan stratégique. Comment ça s'encastre? Quel bras du plan stratégique ça sert? Donc, il faut bien communiquer là-dessus. Donc, typiquement, remettre le dialogue social au cœur du sujet, c'est-à-dire soit jouer des informations consultations récurrentes, je pense notamment à la stratégie permettant d'anticiper un certain nombre d'effets de réorganisation. C'est évidemment faire le lien avec les évolutions professionnelles, c'est avoir des plans d'accompagnement de long terme, c'est donner des indicateurs qui vont permettre d'évaluer ces réorganisations. Donc, avoir aussi un résultat, un bilan de celle-ci. Et évidemment, une planification, donner de la visibilité à moyen, voire le plus long terme possible, avec quels vont être les moments forts, quels vont être les moments entre guillemets, de pause entre deux évolutions, parce qu'on n'est pas des fois que sur des réorganisations one-shot, on est sur des choses qui peuvent être à différents cliquets. Évidemment, avoir des lignes budgétaires pour donner ces moyens d'accompagnement et pouvoir associer les salariés par la représentation, par une commission de suivi ad hoc, par la mise en place d'accords de méthode permettant de suivre ces évolutions au long cours et de réintégrer un certain nombre de paramètres
à la fois en termes de plan d'accompagnement et d'évolution des compétences, pas seulement sur le plan de formation annuel, mais plus spécifiquement serré à ces questions-là. Évaluer l'ensemble des incidences sur la santé au travail, certes par la mise à jour du DU, mais aussi d'intégrer un certain nombre d'effets dans le cadre de la déclinaison d'un accord QVT, par exemple. Et puis, donner de la visibilité aussi sur comment individuellement et collectivement, chacun va pouvoir se projeter dans ce nouveau modèle. En tout cas, globalement, nous, ce qu'on observe, c'est que souvent, on sous-évalue le travail que ça va représenter. On ne grée pas assez les équipes qui vont être à la manœuvre, parce que souvent, on demande... Il n'y a pas grand monde qui sait faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les experts dans les fonctions support, le juriste, le RH, le financier, c'est toujours un peu sur les mêmes têtes que ça retombe. Et souvent, on leur demande de faire tourner les opérations courantes et en même temps, et de faire ça en plus. Et du coup, c'est comme ça que finalement, on ne lotit pas les réorganisations comme on lotit d'autres projets. Il y a des projets qu'on lance sur lesquels il y a un lotissement clair avec des effectifs associés, des budgets. Les réorganisations, on dirait que souvent, on ne prend pas ça comme un vrai projet. On ne fait pas de pilotage projet propre avec une conduite du changement associée. La conduite du changement, c'est une terminologie qui a été banalisée, un peu dénigrée, mais c'est ça, c'est de piloter tout ça comme un vrai projet avec des budgets dédiés, des ressources dédiées dans lesquelles on sanctuarise une partie de leur temps pour s'occuper de tout ça, et puis aussi de bien regarder l'évolution des compétences, quelles vont être les compétences requises pour piloter cette opération-là, quels impacts derrière sur les parcours, quels impacts sur les métiers, quels impacts sur l'activité, et d'y travailler en équipe projet comme un vrai projet. Voilà. Et ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on veut essayer de terminer aussi sur une note un peu optimiste, c'est que si on se pose ces ambitions en anticipation des réorganisations et qu'on donne une temporalité suffisante, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec un projet ficelé en disant c'est celui-là et hop, on y va, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu des délais, des budgets, des plans d'accompagnement, de la visibilité pour les salariés, des formations pour permettre de se projeter, sans pression temporelle de rentabilité, de profitabilité immédiate, quand on a un peu de latitude, ça fonctionne et on s'y retrouve puisque non seulement les objectifs économiques s'améliorent, mais la productivité et l'attractivité de l'entreprise s'améliorent aussi. Donc ça, ce sera une planche de conclusion. On parlait tout à l'heure des concepts d'autonomie, responsabilisation, empowerment. Voilà, on les prend au mot et on dit, en termes de réorganisation, si, comme on avait vu la définition issue du grec au départ, c'était se fabriquer un monde pour y vivre, tout le monde a le droit d'avoir sa contribution et de regagner du pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir, c'est la capacité à imprimer sa marque sur le monde autour de moi. C'est pas de subir. Je reprends la définition d'Yves Clos, un grand psychologue du travail, c'est ne pas subir le monde autour de moi. Donc, je peux avoir prise sur le monde, donc je dois avoir voix au chapitre sur la réorganisation qui se profile, à la fois sa pertinence, faut-il le faire ou pas? Est-ce que tous les managers qui arrivent doivent nécessairement amener leur réorganisation avec? Ça se questionne, et la direction peut avoir un point de vue là-dessus et limiter le nombre de réorganisations. La fréquence, est-ce qu'il faut faire... Quelle est la bonne fréquence? Et ensuite, la bonne anticipation, on revient sur le piloter en mode projet, qu'est-ce qu'il va falloir comme ressources, comme compétences, comme budget. Et le REX, est-ce que ça a fonctionné? Et est-ce qu'on va déployer un modèle organisationnel ailleurs, dans une autre entité, à nouveau, sans avoir fait proprement le REX de ce que l'on a fait la première fois? Est-ce que ça a vraiment marché? Et tout ça, c'est vraiment l'idée du pouvoir d'agir, l'organisation du travail, tout ce qu'on a vu au début, l'organigramme, les délégations, les signatures, les budgets, autorisation d'engagement, tout ce qu'on a évoqué, processus de travail, c'est le monde dans lequel on vit quand on vient au travail. C'est ça, le monde dans lequel on vit, c'est tous ces documents, tous ces documents officiels, formels. Donc, si je vais habiter là-dedans, j'ai le droit d'avoir prise sur cet ensemble d'éléments officiels qui font le monde dans lequel j'habite quand je viens de travailler. Donc, je dois pouvoir imprimer ma marque aussi dessus et avoir voix au chapitre dessus.
Voilà, donc on a terminé. On vous envoie simplement, avant d'ouvrir les questions, sur quelques lectures. On a évoqué les travaux d'une sociologue chère à mon cœur, Marianne Dujarrier, dont je suis présidente de son fan club. Je profite pour faire la promotion de ses travaux. Donc le travail du consommateur sur cette histoire du déport du process de travail sur le client. Vous pouvez aussi lire le management désincarné qui vous parle justement de cette notion peut-être de déconnexion finalement des planeurs. Elle appelle ça les planeurs, les penseurs tout en haut de la direction, et le fait qu'on prend souvent trop peu en compte le réel de l'activité des professionnels. Vous avez des travaux de Pascal Lughetto sur organiser l'autonomie au travail. Là, vous allez retrouver tout ce qu'on a évoqué sur les systèmes de production, les systèmes de management. Si vous vous intéressez à l'histoire de la fonction commerciale et marketing, vous pouvez aller lire Franck Auchois. Et puis, sur la notion de pouvoir d'agir, vraiment, Yves Clos, le grand penseur du pouvoir d'agir, un grand psychologue du travail français. Voilà, ça c'était la petite séquence bibliothécaire. On a terminé, donc maintenant on va essayer de répondre du mieux qu'on pourra à vos questions. Est-ce que vous avez dans le module de questions des questions? Alors, il n'y en a pas. Nous sommes toutes oui. Nous avons tenu à peu près dans les délais impartis, au miracle. Et donc, nous sommes toutes oui si vous avez des questions à nous poser. Tout à fait. Donc, on en profite pendant que vous préparez vos questions pour vous présenter le groupe Technologia. Eric, est-ce que tu veux te lancer dans cette… 30 ans d'histoire au service des salariés sur une multitude d'interventions autour justement d'aspects organisationnels, santé, sécurité, conditions de travail. Plus récemment, des interventions autour des questions économiques via Technologia Expertise, un service de formation représentant du personnel, et puis un cabinet d'avocats pour répondre à l'ensemble des questions du droit collectif des représentants du personnel. On passe l'ensemble des interventions sur toutes ces années. L'idée du groupe Technologia, c'est le souci d'offrir le plus d'outils possible aux représentants du personnel pour les équiper, les aider à être des acteurs performants dans un dialogue social aujourd'hui complexe. On l'a vu avec ces réorganisations qui sont récurrentes, fréquentes et qui bouleversent le quotidien de tout à chacun. L'objectif n'est pas de jeter de l'huile sur le feu, mais d'essayer d'alimenter les réflexions afin d'anticiper celles-ci. Il y a une question, c'est ça? Dans le chat. Alors, par contre, je ne sais pas où il est. C'est là. Alors, je dois descendre. Excusez-nous, on découvre le… Tout en bas. Il est difficile d'accompagner les petites structures à la réorganisation. Est-ce que votre approche s'applique également aux PME? Oui, bien sûr. Les PME sont… Alors, je ne préjuge pas des activités, mais les PME subissent elles aussi ce que peuvent décider des groupes sur les positions internationales. Notre intervention, elle est pour l'ensemble des structures. Clémentine le disait, c'est pas forcément une équipe transformation, c'est pas forcément une gouvernance localisée dans un pays au fin fond des États-Unis. Ça peut être une équipe dirigeante, un PDG, un DG, une DAF qui réfléchit à ces questions-là. Donc, évidemment qu'il faut décliner tout ce qu'on vient de dire sur ces sujets. Donc, oui, on peut intervenir. Évidemment, les réorganisations, c'est beaucoup un sujet d'entreprise, je dirais, à partir des ETI. Quand on est dans les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de… Mais la PME qui est équipementier de second rang dans l'industrie automobile, elle subit en cascade. Il y a des effets de bord. Enfin, Clémentine l'évoquait, vous avez des effets de bord sur lesquels vous êtes obligé d'agir parce que vos commandes
aux commanditaires, on fait bouger les lignes. Donc ça, oui, la réponse est oui, ça s'applique effectivement dès qu'on dépasse, on arrive dans la taille ETI, c'est tout ce qu'on vient de raconter est plus fréquent et voilà, se produit plus souvent. Je vois une autre question, le rôle du coaching professionnel dans une réorganisation. Alors ça, c'est plutôt une question pour moi. Le rôle du coaching professionnel. Pour moi, le coaching professionnel, c'est une brique de ce qui est dans l'enveloppe qu'on appelle le développement RH. Donc ça, le développement RH, en général, c'est un des départements de la DRH. Quand l'entreprise est assez grosse, ça se structure en départements dédiés. Et là-dedans, on va trouver tous les sujets de compétences. Donc, on va trouver les métiers, donc l'activité, les métiers, la formation, donc tout ce qui est GPEC, et le coaching, et ce qu'on appelle dans la loi à venir une autre action de développement des compétences. Donc, c'est autre chose que de la formation, mais ça contribue à aider les gens à tenir mieux leur poste. Donc, le coaching, si on le conçoit comme une des briques du plan de développement des compétences, pour moi, oui, il a toute sa place, au même titre que la formation, au même titre que les séminaires d'information qu'on peut ranger dans les autres actions de développement des compétences. Voilà, ça fait partie de toute la palette des outils qu'on peut mobiliser pour amener les gens à la cible. On a parlé carte de transformation tout à l'heure, c'est vraiment la réorganisation, c'est d'aller d'un point A à un point B pour atteindre un objectif stratégique. Donc, il va falloir faire évoluer les métiers, faire évoluer l'activité, faire évoluer l'organisation, faire évoluer les compétences. Le coaching a toute sa place comme la formation, entre guillemets, classique, comme toutes les autres actions de développement des compétences. J'espère avoir répondu à la question. Alors, comment je fais pour descendre ? Alors, avez-vous une expérience concernant la mutualisation du travail de journalistes de journaux différents d'un même groupe qui s'accompagne d'une réduction des effectifs de journalistes? Alors, tout ce qui est journaliste, moi, je n'ai pas travaillé dans la presse. Moi, j'ai un exemple très précis en tête de réorganisation. Je vais essayer d'être le moins précis parce qu'on a un effet de confidentialité. Mais oui, on a mutualisé un certain nombre de titres. Alors, on a gardé les titres en tant que tels, on a mutualisé les équipes, à la fois sur les équipes rédactionnelles, à la fois sur les équipes de conception. Et oui, c'est une surcharge de travail à plus d'un titre parce que vous êtes sur différents sujets, vous passez d'une logique éditoriale à une autre. Mais on le voit assez fréquemment. J'ai un souvenir assez précis sur un magazine, sur un groupe qui détenait différents magazines professionnels qui en jouaient et en surjouaient, y compris à avoir créé une sorte d'agence de presse interne pour produire des papiers pour l'ensemble des titres. Après, sur ces histoires, moi, j'ai pas d'expérience sur des journalistes, j'ai pas travaillé sur cette profession. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que souvent, mutualiser, c'est justement fabriquer ces espèces de centres de service, en fait. Donc, dès qu'on voit le concept de mutualisation, ça veut dire qu'on a derrière plutôt des objectifs de productivité. On va mettre en commun les équipes qui auparavant étaient spécialisées sur des domaines ou sur des niveaux d'intervention, par exemple sur du service client, et on va faire un pot commun. Donc, si on fait un pot commun, c'est souvent qu'on a en tête une idée de polyvalence pour passer des flux, pour faire plus de productivité. C'est souvent ça qui est en filigrane. Le vrai danger est l'abaissement de la qualité. Quand vous êtes journaliste dédié à un titre sur un sujet précis et que du jour au lendemain, vous produisez pour vous passez d'une logique d'un magazine RH et en même temps vous faites des papiers pour l'amateur de pêche, vous vous rendez bien compte que vous avez un abaissement moyen de la qualité parce que vous ne pouvez pas pousser vos analyses, vous ne pouvez pas pousser votre rédactionnel, voire même vous recycler de l'annonce AFP à peine améliorée. La polycompétence est souhaitable, c'est-à-dire se développer justement sur le plan RH, acquérir des compétences, savoir faire plus de choses tout au long de sa carrière, ça c'est souhaitable. La polyvalence, il faut faire attention, ça veut dire un peu
fait de tout, fait un peu le bouche-trou en cas de pic de charge sur l'équipe des voisins. Il faut manipuler ça avec précaution parce que ça peut aussi heurter à nouveau l'identité professionnelle. Voilà. Et puis, ça peut générer du risque. C'est-à-dire que si je pars d'une nature de métier et on me demande d'étendre mon activité à des métiers que je considère comme différents que d'autres métiers, peut-être que je vais faire mon travail moins bien et peut-être que je vais faire des erreurs. Et autant au début, on m'aura dit « Ah, c'est génial, tout le monde est polyvalent, tout le monde peut faire un peu de tout ». Le jour où il y a un problème, j'ai pas bien fait mon travail parce que justement, j'ai été un peu trop loin de mes plates-bandes de départ et j'ai généré un risque parce que j'ai fait une bêtise. Voilà, la polyvalence, il faut toujours manipuler ça avec précaution. Puis ça va, comme le dit Clémentine, ça va de pair avec le risque majeur de glissement de tâches, sujet plus que récurrent typiquement dans la santé hospitalière où tous les jours les infirmières remettent leur diplôme en jeu sur ce type de fonctionnement. C'est d'autant plus critique. Là, vous parlez du métier de journaliste qui signe ses papiers. Donc, il y a un engagement aussi. Il met son nom sur les papiers, donc il y a une responsabilité personnelle. J'ai en tête des métiers avec une responsabilité pénale. Je demande à des maîtres nageurs, j'ai eu ça il n'y a pas longtemps, des maîtres nageurs de faire toute autre chose. Si finalement il y a une noyade, on leur a demandé d'être un peu polyvalents, mais finalement, c'est bien eux que la police viendra voir, ou des gens qui font du contrôle technique, qui signent, qui ont une signature avec une accréditation. C'est bien eux qui ont signé un rapport. Si on a tiré un petit peu trop loin la polyvalence et qui font une bêtise, c'est bien leur nom c'est bien eux qui portent la responsabilité pénale. Donc il y a certains métiers où il faut être très très vigilant parce que la polyvalence, elle a des conséquences non négligeables. Le fameux jusqu'où ne pas aller trop loin. Exactement. Et ne pas déformer l'activité et rester bien dans les clous. J'insiste, je l'ai dit plusieurs fois, mais l'identité professionnelle, c'est quoi mon métier? Je peux faire évoluer mon métier, je peux travailler un peu plus, un peu autrement, mais il ne faut pas sortir des clous de ce que je considère comme mon identité professionnelle. Sinon, on crée beaucoup justement de mal-être parmi les professionnels parce qu'ils n'ont plus l'impression de faire ce qu'ils considèrent comme un métier. Je pense qu'on a fini. Oui. Hein, je crois que, à moins que vous ayez d'autres questions. Non, je pense que là, c'est bon. Ouais. On est à peu près dans les temps. À 5 minutes près, on est assez content d'avoir été au chrono. Hein. Voilà. Écoutez, on espère qu'il n'y a pas eu de coupure de son et que tout a été fluide pour vous. En tout cas, on était ravis d'être là ce matin. À votre disposition. À votre disposition. Voilà. Et puis, c'était un chrono assez bref. On a essayé de vous dire le maximum de choses. Et, on essaiera de reproposer d'autres thèmes. La présentation. La présentation sera mise en ligne, c'est ça? Donc, elle sera mise en ligne sur le site. Vous aurez le replay pour nous écouter à volonté, pour le partager et les planches qui étaient un peu denses et un peu touffues, on en convient. N'hésitez pas. En tout cas, il y a des coordonnées. Donc, si vous avez des sujets, n'hésitez pas. On est là à votre disposition pour toutes les autres questions. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir.